parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Tous les matins sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez maintenant sur cette antenne, mesdames et messieurs. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h. Vous aider à mieux comprendre l'actualité, c'est le but qu'on s'est fixé évidemment. À travers cette émission, les grandes gueules sur Radio Espace Guinée, plusieurs mois cependant s'offrent à vous pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs en fortement, hashtag Espace GG, sinon le numéro de téléphone qu'il ne faut surtout pas oublier, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. Oui, je suis là. Où je suis là? Oui, c'est bien cela. Ouais, à la télé, en même temps, voilà. Allez. Ceci dit, nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h, mesdames et messieurs. Je le disais tantôt, plusieurs mots s'offrent à vous. Vous nous écoutez à Bokeh sur 99.7. Merci à vous qui nous écoutez du côté de Lola, 99.7 également en modulation de fréquence. Si vous êtes dans le Nabaya, 99 en modulation de fréquence, évidemment. Avec vous, nous sommes avec l'actualité. Vous le savez très bien. Les vaccins contre Ebola donc, sont arrivés hier à Zérékoré. Ce sont 3500 doses qui sont annoncées donc, dans la région. Le premier lot donc, qui a été déjà réceptionné est composé de 800 doses. Plus de 400 habitants de Goké devraient donc recevoir le vaccin. Des nombres aussi importants sont identifiés donc, à Lola, à Samouké et dans la commune urbaine de Zérékoré. Le personnel donc, de santé et les contacts de malades sont les premiers bénéficiaires. Ici, en Basse-Côte, la campagne a été lancée à Dubreka pour en parler, évidemment. Nous allons recevoir ce matin le professeur Georges Alfred Kizerbo, représentant donc de l'OMS en Guinée. Si tout va bien ce matin, en tout cas, il sera avec nous par téléphone. Donc, le paysage politique guinéen en pleine mutation. Les acteurs sont conscients. Ils s'attendaient donc plus ou moins, en tout cas, à revoir leur positionnement. Le débat actuel autour de la composition du cabinet du chef de file de l'opposition est bien compris par certains de ses collaborateurs au centre des critiques. D'ailleurs, ils assument pleinement leur choix. C'est le cas du président de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée. Baouri a vu ces changements venir. Peut-on croire, ou croit-il aujourd'hui à ces réformes possibles en attendant d'obtenir la libération des opposants au troisième mandat pour laquelle il dit se battre? Le leader de l'UDRG se montre proche du Mamadou Sylla et discute avec lui de toutes les questions d'actualité. Quel rôle joue-t-il? Nous posons cette question ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Et qu'entend-il du gouvernement pour les prochaines années? Baouri est notre invité de parcours ce matin. Émission donc instructive à suivre, évidemment, pour votre plaisir. Il est là, oui, on ne peut pas se passer. Bienvenue, mon cher Moussa Sylla. Bonjour. Bonjour l'ami. Je sais qu'il est heureux. Merci d'être revenu dans ce studio que vous avez fui lamentablement. Tu es un dictateur, Moussa Sylla. Non mais tu es un dictateur, Moussa Sylla. Pas du tout. C'est cela. Vous avez fui. Ça devient, comment dire, ça fusionnel. Voilà, c'est un peu cela. Non mais il y a un petit souci. Oui. On ne peut pas être patron et ouvrier en même temps. Sinon, je vous aurais sanctionné hier. Voilà. Oui, parce que vous avez chômé. Pour la bonne cause, Moussa, pour ma santé. Ah bon? Écoute. Donc, dites-nous en plus, qu'est-ce que vous avez? Allez, bonjour, Mafoudia Bangoura. Votre santé. Bonjour, je comprends la colère de Moussa. Oui. Tu comprends la colère? Je le comprends. Mais c'est un dictateur. Oui, mais bon, ça va quoi. Oui, je ne peux pas dire le contraire. Mais moi, sinon, l'autre colère, c'est par rapport à ce qui se passe à Symphonie à Lamy. On en parlera dans un instant. Il faut qu'on en parle parce que c'est inadmissible que les étudiants puissent s'arrêter pour apprendre. Ce n'est pas possible. Bien, on en parlera dans un instant. On va en parler. Oui, bonjour, mon cher Jacques Liwalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Vous êtes avec lui, vous allez me sanctionner aussi? Bon, moi je suis tolérant. Terrible. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Ce que je comprends, c'est qu'il y a eu beaucoup de tractations. Ouais. En tout cas, c'est ce que je découvre ce matin. Oui. Je ne savais pas qu'il y en a eu, mais je comprends qu'il y en a eu. Voilà. Non, mais il ne peut pas se passer de moi, en fait. C'est ça le problème. Voyez-vous, je suis la petite piqûre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un peu ça. Et ça se comprend. C'est fusionnel. Bien.
Bonjour, l'homme Ahmed Kourouma. Ça va? Oui, ça va et vous? Bien, bien. Vous allez bien? Ça va bien, Ahmed? Ça va? Ok. Tu peux pas dire que ça Pour va. la première fois, Tu prends des médicaments. Tu prends un produit en Mais direct. là. écoute, comme vous me prenez la tête tous les jours, j'ai prévu maintenant le remède. Je prends de l'aspirine avant l'émission. Tu vois, voilà, je la montre à l'antenne. Regardez comment je souffre sur les grandes gueules. Voilà, donc je prends de l'aspirine On va maintenant. t'appeler comme il y a Tu permets que je prenne mon aspirine? Comme il y a Tati Est-ce Aspirine. que tu permets que je prenne t'appelle mon... Tonton Aspirine. Merci. il est terrible. Donc voilà, je prends mon aspirine avant. Mais tu sais, en fait, il faut comprendre la mine. Il est marié à 2 femmes. Il est épuisé au bout d'un moment. Mais tu vas arrêter. Il est épuisé. Il lui faut un jour de repos. Allez, merci sont pas beaucoup. là. Comme ça, c'est fait. Hein, voilà, c'est fait. C'est fait, c'est dit. Bien, c'est pas possible. Il est terrible, ce garçon-là. C'est pas possible. Ahmed Kourouma. Qu'est-ce que je fais pour mériter ça? C'est pas possible. Allez, on s'intéresse. Alors, c'est énerve. Qu'est-ce qui se passe à Symphonia, Mafoudi Bangoura? À Sophonia, à l'université, il y a aujourd'hui un manque criard de place. Au niveau dans les classes, les élèves, pour bon nombre, sont obligés de s'arrêter pour suivre les cours. On se rappelle, je ne sais pas, récemment, il y a eu cette décision du côté des autorités qui voudraient qui annonçait une place suffisante au niveau des universités publiques. Mais aujourd'hui, alors qu'on a orienté les élèves, les étudiants dans les universités publiques, on ne peut pas comprendre qu'à date, par exemple, du côté de Symphonia, les étudiants sont obligés de s'arrêter. Quelle que soit l'heure à laquelle tu viens, il y en a qui sont obligés de sortir de chez eux autour de 4h, 5h, et quand on connaît l'insécurité, c'est un gros problème. S'arrêter aujourd'hui, qu'est-ce qui expliquerait ces raisons? On a essayé de joindre le recteur, mais on sait déjà, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop prendre la parole. Mais en tout cas, les étudiants, eux, ils se sont prononcés. Il manque de place. Ils viennent, ils sont obligés de s'arrêter. Et quand on sait, en cette période de Covid, comment les étudiants doivent être entassés dans les salles de classe, moi, je pense que quand on a des projets, on a des ambitions, on estime que l'État est à mesure de recevoir un nombre suffisant d'étudiants, il est même en même temps nécessaire d'avoir l'exactitude au niveau du nombre de places disponibles, parce qu'après, c'est des choses qui ne tiennent pas. On ne peut pas prendre... Il y avait des universités qui faisaient... Ce n'est pas une manière de dédouaner ces universités. On a déjà parlé des carences qu'il y avait au niveau des privés, mais lorsque l'État se dit capable de pouvoir accueillir un nombre suffisant d'étudiants, il serait très important que l'État puisse mettre en place des conditions pour un meilleur apprentissage. Parce que lorsqu'on vient et qu'on n'a pas de place pour rester en classe, pire, on est obligé de rester hors de la classe et jeter coup d'œil, regarder dans la classe. Je pense que c'est quelque chose qui ne peut nullement contribuer à un meilleur apprentissage. Et quand on dit vouloir veiller ou vouloir, garantir une bonne formation pour les Guinéens qui seraient une meilleure ressource humaine, je ne sais pas, il faut le revoir. C'est quelque chose qui ne peut pas passer en ces temps-ci. Moi, je ne le conçois pas. Voilà, c'est bien dit. Au moins c'est dit. Daouda Mohamed Kamara. Oui, mais nul ne peut le concevoir après tout ce qu'on nous a dit par rapport aux efforts qui sont consentis pour l'extension, reconstruction ou construction des universités dans notre pays. On a vu à un moment donné que les universités privées, même si le coût était considéré comme très élevé à un moment donné, mais c'est pour l'avenir de la nation. Oui. Ces apprenants, ces enfants, ce sont des enfants guinéens. Quel que soit le coût qu'on met pour leur formation, je crois que ce n'est pas un coût perdu, c'est un coût de gagné. Alors, et aujourd'hui, on retire tout aux universités privées. On dit qu'on amène tout parce qu'on s'est dit qu'on a toutes les commodités qui puissent permettre d'accueillir le nombre d'étudiants qu'on orientera là. Aujourd'hui, c'est chose faite, les universités privées sont vides. Les universités publiques dont on parle, à Symphonia, Espace TV a montré la dernière fois dans le journal les conditions dans lesquelles les étudiants vivent aujourd'hui. Il faut qu'ils sortent de chez toi à 5h du matin pour être... Et ça, ce n'est pas aussi avec toute l'assurance que vous allez trouver de la place. Vous arrivez à 5h, 6h du matin, si vous ne trouvez pas d'autres qui ont déjà dormi, parce qu'il y en a qui n'ont pas où dormir à Conakry, ils sont venus de l'intérieur du pays, surtout ceux qui font la première année. Quand vous allez voir, ce sont pour la majorité ceux qui sont venus de l'intérieur du pays qui n'ont aucun parent ici, donc ils sont obligés de rester, de tourner dans la cour de l'université, ils ont plus de chances d'être à 5h du matin dans la salle que les autres. Il faut aujourd'hui que l'État regarde cet aspect. C'est vrai qu'on peut reprocher beaucoup aux universités privées, mais il faut aujourd'hui savoir que elles ont été à un moment donné celles qui ont permis de décongestionner un peu les universités publiques, parce que là, on sait
Le sérieux qui peut parfois caractériser les cours dans les privés ne peut pas forcément être le même dans le public parce que nos universités aujourd'hui, il faut le dire, c'est comme des centres de top modèle parce que les gars, ils viennent, ils savent qu'ils ne trouveront pas de place dans la salle. Ouais. Donc, ils viennent comme ils veulent pour déambuler dans la cour et à l'heure voulue, ils s'en vont et comme on sait d'ailleurs, le Symphonia, par exemple, c'est une université qui est flanquée dans un endroit où... Non, c'est le terme. C'est le terme. On ne peut pas dire mieux que ça. Alors, c'est une université qui est située, qui est placée, qui est localisée dans un endroit, qui a aussi d'autres facilités de débauche pour les jeunes. Parce que c'est un peu loin. Non, Symphonia, c'est loin de la ville. Tu veux dire de débauche? Bien sûr. Il faut que j'y aille. Les grandes gueules. Non, il faut aller voir, hein, c'est très important. Vous savez, quand on en parle, on pense que les mots sont durs, mais c'est une réalité. Personne dit le contraire. Les jeunes viennent, ils n'ont pas de place en classe. Et lorsque vous ne trouvez pas de place pour un étudiant, pour un apprenant, quel contrôle vous pouvez avoir sur lui, sur ses mouvements? Vous n'en aurez pas. Il peut être dans... Il peut être il y a suffisamment de salles de disponibles. Les grandes gueules. C'est la plus grande université de la Guinée. Oui, mais est-ce qu'il y a des salles de classe disponibles? La formation ne semble pas être aujourd'hui. La formation ne semble pas être aujourd'hui une priorité. C'est vrai qu'on en parle, mais ça ne semble pas être une priorité aujourd'hui dans notre pays. Allez-y, Ahmed. En fait, c'est marrant parce qu'il y a des règles immuables dans le monde. Normalement, au sortir du bac, tu as dans chaque lycée un conseiller d'orientation. Qui oriente les élèves en fonction de leurs résultats et de leurs capacités intellectuelles, etc. Ça ne se fait pas dans notre pays. L'université guinéenne est devenue un espèce de fourre-tout où tout le monde se dit je veux passer une licence, un master, machin. Or, on n'a pas tous les mêmes capacités. Il y a, encore une fois, dans d'autres pays, ce qu'on appelle des numerus clausus. C'est-à-dire qu'on limite, dans certaines filières, certains étudiants qu'on réoriente après ailleurs, soit en archéologie, en sociologie. Alors la problématique de ce pays, c'est que les métiers manuels ont été dévoyés, mis au banc de la société. Il n'est pas bon aujourd'hui de dire à quelqu'un, à ses parents, je veux faire un métier de menuisier, je veux être électricien. Alors que la Guinée en a besoin. Nous avons aujourd'hui en termes de besoins pour le développement de notre pays, beaucoup plus besoin de métiers manuels, c'est-à-dire d'ouvriers qualifiés, de menuisiers, d'électriciens, etc., que de je sais pas moi, scientifiques, etc. Mais même si je rends hommage aux scientifiques guinéens, mais aujourd'hui, si on veut développer ce pays, les métiers manuels doivent être revalorisés par l'État et il doit y avoir une politique d'orientation de la part du ministère de l'Éducation vers ces métiers-là, qui sont des métiers, encore une fois, nobles. Ce sont des métiers nobles. Et voilà, moi je suis fatigué de voir nos étudiants, effectivement, comme tu le dis, errer à Symphonia ou ailleurs. Ils viennent effectivement en mannequins plus beaux les uns que les autres, mais qu'est-ce qui rentre dans leur crâne? On ne sait pas. Bien dit. Oui, les écoles professionnelles, c'est bien qu'ils pointent du doigt là. Allez-y, mon cher. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. Parce que lorsque... je pense qu'il va falloir consacrer un jour une émission entière à la problématique de l'école. C'était programmé avec Jacques Léoaleno. On a adressé, je pense, un courrier à l'université de Symphonia. Voilà, c'est bien ça. Donc, une émission entière sur l'avenir de l'école guinéenne, l'avenir vraiment de l'école de la République. Parce que voyez-vous, ces étudiants qui sont forcés de rester dehors, qui deviennent blafards, complètement livides, avec le teint frappé par l'insolation parce qu'ils sont obligés de... Il est pire que Daouda, lui. Non, pas du tout. Ils sont obligés de rester là et de prendre des notes pour lesquelles il n'y aura absolument pas de synthèse parce qu'ils ne comprendront pas de quoi il s'agit. Des lettres, des mots et quelques rimes et puis ça passe, c'est tout. Mais je trouve que la problématique du nombre d'étudiants dans cette université, c'est en fonction de quelques facultés. Vous avez des facultés de droit qui refoulent du monde, des facultés de sociologie qui refoulent du monde. Vous allez au niveau des lettres, ça refoule du monde. Donc,
tout le monde y va par une sorte de mécanisme d'accompagnement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un choix de carrière qui est fait par l'étudiant, par le bachelier. On ne lui dit pas pourquoi tu dois y aller, pour quelles raisons tu dois aller. Est-ce qu'il y a des débouchés? Est-ce que tu as les aptitudes nécessaires pour prospérer en allant à cette filière? Que faut-il faire aujourd'hui, Ce qu'il faut faire, parce qu'il m'a foutu c'est toi en même temps, comme quoi il y a de la place. L'État, non, il y a de la place dans certaines facultés. Je vous dis que tout le monde va en sociologie. On est en train de former des cohortes, des générations de bavards. Attention, Moussa, mais quand même là. Non, mais oui, des générations de bavards et qui vont sortir de ces universités. Et c'est eux, quand ils veulent vous aborder, même lorsqu'ils demandent un stage, ils vous construisent de longues phrases. Et juste pour vous impressionner, tu vas arrêter ça s'il te plaît. Quelquefois j'arrive. Moi je vous explique. Il faut voir les CV qu'on t'envoie, c'est à mourir de rire. Donc, il faut limiter le nombre. Pour ceux qui veulent aller en droit, pour ceux qui veulent aller en sociologie, pour ceux qui veulent faire philosophie. Parce qu'il y a un mécanisme. Je vous dis que c'est comme un courant d'eau. C'est-à-dire, on y va parce que Ibrahim est parti, parce que Mohamed est parti, donc on y va aussi. Et c'est pas normal parce qu'au bout du rouleau, nous formons quoi? Nous formons des chômeurs. Il faut que l'État tape en mettant l'accent, Zedab Nabaya, sur les écoles professionnelles, la formation professionnelle, avec Madame c'est-à-dire que c'est le poumon du développement d'un pays comme la Guinée. Je vous ai donné l'exemple de l'entreprise Sonoco lorsqu'ils installaient leur usine de jus et d'eau. L'architecture métallique, je vous dis qu'ils ont fait appel à l'usine qui a fourni toute l'ingénierie. Et cette usine, les Blancs n'ont pas... C'est les Nigériens qui sont venus. Oui, les Blancs n'ont pas pu se développer. Ils ont fait appel à leurs répondants sur le continent. Ce sont des Nigériens qui ont fait le déplacement et qui sont venus le faire. Je trouve qu'il y a tellement de gâchis. Aujourd'hui, vous allez dans nos écoles professionnelles. Quand on apprend à ces jeunes-là qui font le choix de partir, ceux qui refusent de partir, je les comprends un peu. Parce qu'en termes d'équipement, il n'y a rien. Vous êtes aujourd'hui avec des avions qui ont des réacteurs, qui ont des moteurs Rolls-Royce qui roulent d'accord, mais des moteurs surpuissants à la mine. Des moteurs surpuissants. Et vous allez dans ces écoles professionnelles, on vous enseigne la mécanique avec des moteurs de la Deuxième Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale. Mais vous apprenez quoi? Non, vous apprenez quoi? Aujourd'hui, prends un exemple typique, Lamine. Lorsque votre voiture, dernier cri, qui date de 2018 ou de 2019, tombe en panne, c'est un exemple ça. Vous allez vers qui? Le choix. Vous allez très souvent vers les Libanais. Non, c'est les électroniciens. Exactement. Qui sont soit des étrangers, des Sénégalais ou Béninois, ou des Libanais. C'est eux qui prennent le marché. Parce qu'ils ont le savoir-faire. Mais ils ont investi dans quel secteur pour avoir ce savoir-faire? C'est dans le secteur de la formation professionnelle. Juste une petite précision. Il faut que l'État tape du poing sur la table. Il y a deux secteurs, si on veut développer notre école, sur lesquels il faut investir. C'est d'abord l'élémentaire. L'élémentaire. Aujourd'hui, pour savoir... Nous répondons des actes et des gestes que posent les adultes. Mais ils ont d'abord été enfants. Allez-y en deuxième, en troisième année. Dites un petit, c'est pas possible. Même si vous le dites, c'est quoi le nom du pays où vous vivez? Je suis sûr qu'il vous dira Alpha Condé. Merci. Alors, donc c'est extraordinaire. Il faut investir dans l'élémentaire, donc dans les métiers manuels. Au niveau de ministère qui occupe Dr Bano. Et il faut investir également au niveau des écoles professionnelles, de la formation technique et professionnelle. Je le redis. Voilà. Les autres là, je pense qu'il y a beaucoup de bavardage, mais ça ne donne absolument pas grand-chose. Allez-y. Pour continuer sur sa lancée, quand les hôtels ici ont été construits, que ce soit l'hôtel Onomo, etc., on a fait appel à des Ivoiriens, on a fait appel à des Turcs, parce qu'on ne trouvait pas sur le marché guinéen la main-d'œuvre nécessaire dans les métiers, encore une fois, de la menuiserie, etc. Il faut vraiment que la Guinée et l'éducation nationale forment des jeunes aux métiers manuels. Bien. Ahmed Kourma, allez-y, Jacques Lewa. Moi, je n'ai pas encore vu un État qui se contredit comme le nôtre. Ah ouais? Dans tous les discours, on dit on veut encourager les jeunes à aller vers les écoles professionnelles, en tout cas les branches techniques, pour qu'ils sortent avec des métiers. Mais voyez comment les orientations se font. Chaque année, on envoie beaucoup plus à Symphonia que dans les métiers. Ça, c'est l'État qui envoie.
c'est vrai que les jeunes, ils vont faire leur choix, mais après, il revient à l'État de procéder, n'est-ce pas, aux orientations. Mais vous allez voir que le nombre qu'on envoie en lettres modernes, en philosophie, en droit, c'est plus élevé que les gens beaucoup ne concevaient pas. Les gens qu'on envoie, n'est-ce pas, dans les branches techniques. Oui, mais ce qu'il faut aussi expliquer rapidement, c'est qu'il faut déjà expliquer l'importance de ces matières techniques. Parce qu'aujourd'hui, tu prends un Guinéen, tu lui dis, va faire la mécanique, il te dira, non, je veux aller à l'université, parce que dans le conscient de tout le monde, il faut l'université. Et même lorsque l'État a fait le problème, il y a eu des contradictions. Le problème, ce n'est pas seulement de dire, bon, on va orienter dans les branches techniques. Il faut des mesures incitatives derrière. Aujourd'hui, pourquoi les jeunes qui ont leur baccalauréat ne veulent pas aller dans ces branches techniques? Il y a deux facteurs. D'abord, vous avez eu le bac avec votre collègue qui va aller à l'université, il sort avec hiérarchie A. Et puis vous allez dans une branche technique, vous sortez avec l'hiérarchie B. Pour eux, c'est assez dégradant. Ça, c'est un premier facteur. Le second facteur, c'est l'emploi. Parce que vous sortez là, comme Moïse le disait tout à l'heure, vous n'avez pas été suffisamment formé. Donc, vous sortez avec des théories. Mais après, vous n'avez pas de possibilité de vous offrir un emploi tout de suite. Ça devient, si vous voulez, une perte de temps. Vous allez vous dire, mais j'aurais pu aller à l'université, sortir avec hiérarchie A et peut-être profiter après obtenir un master et puis continuer avec un grade beaucoup plus élevé. Je pense qu'aujourd'hui, l'État doit changer de paradigme, c'est-à-dire on oriente beaucoup plus dans les écoles professionnelles pour que les gens sortent avec des métiers et qu'on serre un peu l'accès à l'université. C'est ce qui doit être fait. Ils ont commencé, le ministre Yero avait commencé avec quelques branches. Par exemple, l'école d'architecture de Gamal, je crois l'école de Mamou aussi, où on enseigne les techniques, avec l'ISIC de Koutia, et puis la médecine. Pour la médecine, par exemple, il faut aujourd'hui passer un concours pour aller, n'est-ce pas, dans cette école. Je crois que pour certaines filières, il faut ramener le concours pour que ce soit vraiment des gens qui ont effectivement le niveau qui y vont. Les autres, on les oblige à aller dans ces écoles professionnelles, mais on ne les abandonne pas. On les aide à apprendre des métiers et à mettre sur place des mesures incitatives. Allez, pour clore, ma femme. Alors, pour clore, rapidement, ce que je veux dire, c'est que ce soit avec les écoles techniques ou les universités, parce qu'on peut aussi drainer du monde vers la formation professionnelle, mais on se retrouve avec les mêmes difficultés, manque de place et autres. En fait, c'est avec ça qu'il faut finir. Quels que soient les niveaux, quels que soient les cycles, il faut que l'État soit à mesure d'offrir un meilleur cadre d'apprentissage. Voilà. Les GG sur Radio Espace, tous les matins. Dans un instant, on revient. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Tous les matins, vous avez accès à cette émission grâce à Sola Media, qui relaye l'émission sur Facebook, sur Twitter. Continuez à réagir, le contact s'affiche juste en bas de l'écran avec plaisir. Un peu plus tard, nous allons prendre en compte vos messages, évidemment sur le coup de 10h. Les vaccins contre Ebola sont arrivés hier en Zérékoré. Ce sont 3500 doses qui sont annoncées dans la région. Le premier lot qui a été déjà réceptionné est composé de 800 doses, il le dit ce matin Jacques Lewaleno. Plus de 400 habitants de Goké devraient donc recevoir le vaccin. De nombres aussi importants sont identifiés donc à Lola et à Samoué dans la commune urbaine de Zérékoré. Le personnel de santé et de contact des malades sont les premiers bénéficiaires. Ici en Basse-Côte, la campagne a été lancée donc à Dubreka. Pour en parler, nous recevons donc ce matin le professeur Georges Alfred Kiezerbo. C'est bien cela. Il est le représentant de l'OMS en Guinée. Il sera en direct ce matin dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Le paysage politique guinéen en pleine mutation. Oui, les acteurs sont conscients. Ils s'attendaient plus ou moins, en tout cas, à revoir leur positionnement. Le débat actuel autour de la composition du cabinet du chef de file de l'opposition est bien compris par certains de ses collaborateurs au centre des critiques. D'ailleurs, ils assument pleinement leur choix. C'est le cas du président de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée. Baouri, c'est son nom, a vu en tout cas ces changements venir. Peut-être croit-il aujourd'hui aux réformes possibles en attendant d'obtenir donc la libération des opposants au 3e mandat.
pour laquelle il dit se battre, le leader de l'URDG, c'est bien cela, se montre en tout cas proche de Mamadou Sylla et discute avec lui de toutes les questions d'actualité. Et quel rôle joue-t-il? Nous posons cette question ce matin. Et qu'attend-il en tout cas du gouvernement pour les prochaines années? Monsieur Bahouri, oui, il est notre invité ce matin, il sera avec nous sur le coup de 10h sur Radio Espace Guinée. Nous allons nous transporter maintenant sur le continent. Eh bien, on va essayer de partir, si vous le voulez bien, du côté de la régie. Oui, l'alternance est possible et ça se passe du côté du Niger. Mes chers compatriotes, je voudrais, en cet instant si singulier, rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, pour sa décision de me confier la charge la plus lourde dont il peut gratifier un homme. Nous venons en effet de terminer ce long cycle électoral par l'organisation le dimanche 21 février 2021 du second tour de l'élection présidentielle. Les résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante me créditent de 55,75% des suffrages exprimés et font ainsi de moi le nouveau président de la République élu. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. Espace, merci à vous qui nous rejoignez. Jacques Lewaleno, vous le dites très bien ce matin. Oui, l'alternance, mais à quel prix ça se passe du côté de Niger? Oui, et on va commencer par l'actualité d'hier, puisque Bazoum a été donc élu président à plus de 55% de voix. Et on a assisté à quelques remous quand même du côté de Niamey, mais également de Zender, dans le fief de Maman Ousmane, son challenger à cette élection présidentielle. Le chouchou de Conakry. C'est donc, oui, on a appris ça. Après Mohamed Bazoum, Mohamed Bazoum, c'est cet homme donc qui est un proche de Mamadou Issoufou. Il a été ministre des Affaires étrangères, super ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, des Affaires religieuses. Ils ont même créé le parti ensemble, le Parti socialiste. Oui, donc ça fait quand même plusieurs années qu'il travaille avec lui. Il a été député, vice-président de l'Assemblée nationale, président de groupe parlementaire. C'est donc quelqu'un qui est vraiment un homme du Sérail, donc du parti des... En vrai, c'est la continuité, quoi. C'est donc la continuité, mais sous une autre forme. Parce que de toutes les façons, l'alternance était souhaitée en Afrique et c'était promis, n'est-ce pas, par Mamadou Issoufou. Il avait dit qu'il allait donner, n'est-ce pas, cette chance-là au Niger d'assister à une alternance démocratique. C'est ce qui vient d'être fait. Parce qu'il ne faut pas oublier, les acteurs qui étaient en compétition n'étaient pas nouveaux. Son challenger, Mamadou Ousmane, a été président en 93. C'est vrai qu'il avait été élu et puis en 96 et il va être victime d'un coup d'État de Maïna Sara. Mais après, c'est un homme qui est resté proche de la politique parce que très récemment il dirigeait le parlement de la CEDEAO. Donc c'est quelqu'un qui est ancré, n'est-ce pas, dans la politique et qui est revenu. Donc ce sont des hommes qui n'étaient pas nouveaux. Que ce soit avec Maman Ousmane et Bazoum, on n'aurait pas avec cette élection quelqu'un de nouveau à la tête du pays. Donc moi je ne vois pas. Donc on fait du nouveau avec des vieux. On fait en tout cas du nouveau parce que c'est quelqu'un qui arrive à la tête du pays. C'est vrai avec le même parti politique, mais avec une nouvelle vision, je suppose, parce qu'il ne fera pas la même chose que Issoufou. Il faut dire déjà que le Niger a les mêmes problèmes qui ont existé avant l'arrivée de Issoufou, même si à son arrivée ça s'est amplifié avec les terroristes. Ce n'est pas le fait interne, même si bien entendu il y a parfois les raisons internes comme la pauvreté qui indique et qui explique quelque part le terrorisme dont les pays sahéliens sont aujourd'hui victimes. Mais encore une fois, il y a quelques facteurs exogènes qui viennent se mêler, n'est-ce pas, à cette réalité. Et le problème est là, même avec cette présidence
présidentielle dans la région de Tillabéri. Ils ont été victimes de cet attentat où des commissaires de la CENI ont été tués. Moi, je me dis que l'alternance a été possible et on n'est pas allé chercher loin. On a cherché, n'est-ce pas, dans son camp. D'une certaine façon, on a une leçon. C'est que Ouattara avait essayé en Côte d'Ivoire et qui, bien entendu, n'a pas marché parce que lorsque Gon Coulibaly va décéder, il ne va plus prendre l'initiative de trouver quelqu'un d'autre à l'intérieur du RDR et pour pouvoir, n'est-ce pas, compétir avec les autres. Ouais. Alors, Issoufou, lui, il l'a fait. Il n'a pas eu d'excuses parce que Bazoum est resté vivant. Il a démissionné du gouvernement. Il s'est engagé dans la lutte pour compétir avec une trentaine quand même de candidats. Et il partait avec beaucoup de chance quand même parce qu'il a obtenu le soutien des candidats qui sont arrivés 3e et 4e à cette élection. Donc il y a beaucoup d'éléments qui expliquaient déjà qu'il pouvait gagner. La contestation qui est en cours, c'est une contestation normale parce que déjà on avait des soupçons. Oui. J'ai dit une contestation normale parce que à chaque élection en Afrique on en a l'habitude et il y avait déjà des contestations autour de la commission électorale par rapport à un certain nombre de décisions qui ont été prises. Par exemple, l'exclusion de Ama Amadou qui a été candidat en 2016 et qui, parce qu'il a été condamné, n'a pas pu se présenter. Donc, qui avait de sérieuses chances. Qui avait de sérieuses chances parce que lui déjà en 2016, il avait bénéficié d'un grand soutien. Après, on avait critiqué aussi la réélection de Issoufou, quand même avec 90% de voix. C'était trop flagrant. Bien, on parle géopolitique ce matin, mon cher Moussa Moïse. Une surprise, on se dit en même temps, l'espoir est permis ou pas du tout? Parce que je disais tantôt, on fait du vieux un petit peu avec du neuf, j'en sais rien du tout. Non, je pense que pour une fois, il ne faut pas trouver de saleté sur cette fête de la démocratie qui se tient au Niger. C'est une célébration. Je pense que ça donne de l'espoir à l'Africain pessimiste que j'étais depuis longtemps, compte tenu de tout ce que mon pays a pu traverser. Je me disais qu'au bout du tunnel, il n'y avait que les ténèbres et que rien n'était permis en termes d'espoir. Je commence à être optimiste. Mais qu'il faut-il espérer, Moussa Moïse, quand on sait qu'il a collaboré quand même avec l'actuel, quelle que soit la collaboration, il ne faut pas trouver, encore une fois, d'enveloppe à tout cela. Ce que je veux dire, ne trouve pas la petite bête ce que je veux dire, Bazoum, comme je l'ai dit hier, a sorti son bazooka. Il n'a jamais été président de la République du Niger. Il a travaillé dans l'administration. Il a été ministre. Ce n'est pas un crime et ce n'est pas interdit par la Constitution que lorsqu'on a servi autant d'années son pays... D'aucuns disent que c'est un pion quand même, Moussa. Il est quoi? C'est un pion. Mais attendez, c'est le parti du président sortant qui l'a proposé. C'est le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, très proche normalement de quelqu'un qui lui a coupé la parole, qui l'a proposé. Donc c'est ce parti-là qui l'a soutenu. Et donc c'était normal qu'il bénéficie de l'accompagnement du président sortant. Mais ce qui compte, c'est le fait que Mamadou Issoufou se mette en dessous, et se mette au-dessous du Niger et mette le Niger au-dessus de sa tête. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu sa personne. Il est encore jeune. Il n'a donc fait que il peut revenir. Cette constitution... Non mais écoutez, je ne sais pas si la constitution nigérienne le permet, mais ce que je sais, c'est que l'acte qu'il a posé, c'est un bon précédent pour ce peuple-là. C'est-à-dire que partout où le Nigérien sortira la tête, aujourd'hui, il peut être fier. Fier parce que l'exemple a été donné. L'exemple a été donné et ça va créer un précédent dans le subconscient de ce peuple-là. C'est-à-dire que ça fera partie désormais de sa culture démocratique. Celui qui viendra après lui et quand il aura l'intention de modifier quoi que ce soit dans les lignes de la Constitution, saura qu'avant lui, quelqu'un a donné le ton. Je trouve que c'est tout à fait normal. Et il faut féliciter Mamadou Issoufou parce que pour lui, on peut dire Akafo Akake. Il a promis, non mais c'est vrai, il a promis, vous rappelez-vous du sommet sur la limitation, je finis s'il vous plaît, rappelez-vous du sommet sur la limitation des mandats et qui s'est tenu au Niger. Il l'a réitéré devant ses pairs, il l'a dit devant ses pairs, ça leur coûtait ce que ça leur coûtait parce que je vous dis encore une fois, il y a des gens qui ne lui parlent pas. Quels gens? Non mais ne le parle pas. Voilà, donc je mets aujourd'hui la mine. Cette élection, on peut le faire de poche, mais quand vous regardez le score, même si ces résultats doivent être confirmés par la Cour constitutionnelle, vous vous rendez compte que le score est serré. Si le parti au pouvoir s'était investi
comme on le voit dans nos différents pays, il n'y aurait même pas eu deuxième tour. C'est le candidat du le président coup sortant. il aurait fait un coup assassin. C'est-à-dire que le monsieur ne serait pas réélu, il n'aurait pas eu deuxième tour. Malgré le deuxième tour, regardez le score entre les deux. 44, autour de un peu plus de 40%. Avec quand même le soutien du troisième et du quatrième. Avec un peu plus de 43 ou 44%. L'autre, il est au-dessus de 54%. Et vous vous rendez compte que l'écart est assez réduit entre les deux candidats. Je trouve que c'est le Niger qui gagne. C'est le peuple nigérien qui gagne. Et c'est l'Afrique qui est en train de se réveiller petit à petit. L'exemple est encore une fois permis. Lamine, vous savez, quand on parle d'alternance, quand on parle de démocratie, on oublie que la respiration de la démocratie, c'est l'alternance. Mandela, il n'y avait pas mieux placé que lui. Il n'y avait pas mieux placé que lui. Non, je finis. Il faut donner l'exemple. Il faut prouver que tout le monde n'a pas perdu quand même le sens de la raison. Merci. Mandela, il n'avait pas mieux placé que lui pour faire au moins une éternité au pouvoir. Il ne l'a pas fait, il a donné l'exemple. Issoufou également jeune, il a donné l'exemple. Je pense que l'Afrique peut se réveiller et ça doit inspirer au-delà des frontières du Sahara jusqu'au niveau des côtes de la Guinée. Donc je trouve que c'est bien. Et ce monsieur qui je sais que les résultats vont être confirmés par la Cour constitutionnelle, il a une formation en philosophie, peut-être que ça l'a beaucoup aidé. Lui, c'est pas un bavard, il a une formation en philosophie, il est enseignant de profession. Tu peux lui couper le micro, il a un 2A tout de même comme on appelle dans son domaine en épistémologie notamment, et c'est quelqu'un qui a utilisé sa philosophie pour changer un peu la mentalité de ses concitoyens. Aujourd'hui, je pense qu'il tient le flambeau de l'alternance et il saura donner l'exemple à tout le peuple nigérien, mais aussi au peuple africain. Vraiment, bravo Mamadou Issoufou, Inouali, pour ce que tu as fait. Merci, c'est l'Afrique qui gagne. Merci beaucoup. Allez, qu'en pense le camp en face? Non, le camp en face, je comprends pourquoi je suis bien avec un cachet d'aspirine aujourd'hui. Il m'a fait mal à la tête. Mon cher Moussa Moïse, l'enfer, disait un philosophe, est pavé de bonnes intentions. Eh ben voilà, ça commence bien. Cette élection est tout sauf démocratique. C'est une hypocrisie absolue. Comment et je ne comprends même pas. Attends, et je ne comprends même pas comment tu peux faire preuve d'une telle naïveté. C'est-à-dire que, tu vois, c'est ça qui... Hier, on a eu une discussion ici, les deux là. Laisse-moi finir. Vas-y. Je t'ai pas interrompu. Les grandes gueules. Ils étaient en train de soutenir cette démocratie à l'occidental, l'alternance, le passage de témoins. Cette démocratie, elle est contestée en son sein par les Occidentaux, par les peuples occidentaux eux-mêmes. Et toi, tu viens nous balancer ce matin que l'élection au Niger est sublime, qu'il y a une alternance. Mon gars, ça a été calculé d'avance, Comment d'avance. Ça, les résultats, on les connaissait. Ça, tu sais, tu peux maquiller la plus belle des putes, elle restera une pute. D'accord? Non, mais je te le dis. Parce que ça m'agace de voir que ces deux-là se renient à ce point-là. Prenons l'exemple, puisque leur modèle aujourd'hui de l'alternance, c'est l'Occident. Il y a eu les Gilets jaunes. C'est quoi? C'est une manière de contester la démocratie occidentale, dont le Niger s'inspire. Mais oui, mon garçon, c'est la vérité. Il y a aujourd'hui, je finis, on t'a laissé parler. Vas-y, on t'a laissé faire le griot. On t'a laissé faire le griot. S'il te plaît, Moussa. On t'a laissé faire le griot. Essaye de prendre l'aspirine aussi, si tu veux. Voilà, on t'a laissé faire le griot. Allez, merci. Donc, je dis simplement que cette élection est tout sauf une élection démocratique. C'est une élection qui était courue d'avance. On connaissait le vainqueur. Et c'est comme, c'est un semblant de démocratie. Et ce qui m'agace, c'est que des esprits aussi fins que lui soient capables de se laisser berner par ce genre de maquillage. Écoutez-moi bien. La démocratie à l'occidentale, telle qu'elle est défendue par ces deux-là, elle est contestée. C'est deux. Oui, c'est deux. Daouda il ne s'est pas encore prononcé. Hier, il s'est prononcé. Voilà, je le mets dans le même lot. Bien. Je le mets dans le même lot. Donc, je vais t'expliquer en français facile de RFI. Laisse-moi finir. C'est du. Mais je viens de te dire que c'était. Je viens de te dire que c'est une énorme mascarade, une escroquerie intellectuelle. Est-ce que ça c'est clair? Est-ce que ça c'est. Tu tiens cela de quoi? Je tiens. Vous la comparez avec quelle élection? Vous comparez le Niger avec l'élection? Non, mais avec les élections. En Côte d'Ivoire. Attends. C'est plus démocratique en Côte d'Ivoire, en Guinée, qu'au Niger. Non, c'est exactement ce que je dis. La démocratie aujourd'hui, telle qu'on la conçoit, telle que eux la conçoivent, n'existe plus. Donc, moi, je dis simplement que cette élection au Niger est une mascarade. C'est un semblant d'élection. Merci. Et puis ton message vis-à-vis d'Alpha Condé, ça c'est encore, mais c'est extraordinaire ce que tu fais. Mais quel message?
On te connaît, ton message subliminal. Ton message subliminal, on l'a entendu. Son nom, Ahmed. Attends, je finis. Non, je finis. Écoute-moi bien. Je vais te dire une chose. Il va falloir que tu arrêtes de te laisser berner par ces images-là. Bien. Ces belles images. Merci beaucoup, Ahmed. On fait de l'alternance, de la fausse alternance. C'est du pipeau. Bien. Allez-y, Daouda Mohamed. Je crois que le grand frère Ahmed... Il a pété un câble. Le grand frère Ahmed... Il est vraiment malade ce matin. Le grand frère Ahmed, il est ce bon Guinéen. Et chapeau pour vous. Grand frère, chapeau pour vous. Pour être ce bon Guinéen. C'est-à-dire qu'il lit dans les esprits. Je vous assure. Lorsque vous regardez, il lit ce que tu veux dire. Daouda, laisse-moi placer ça. Je vais être comme Moussa. Bientôt, je vais devenir bouddhiste. Je vous assure. Non, mais sincèrement, quoi. Non, mais c'est sérieux. C'est incroyable. Sérieux. La réincarnation est possible. Moussa commence son intervention jusqu'à la fin. C'est Lamine qui a prononcé le nom d'Alpha Condé. Ben oui. Et Ahmed Kourouma, le bon Guinéen qui sait lire dans les esprits, il dit qu'il a attaqué Alpha Condé. Le Niger aujourd'hui, il faut bien être fier de la Guinée. Mais il faut aussi être bien et très fier du Niger parce que 2 grandes leçons ont été données. La continuité est possible avec le parti, pas avec l'homme. Et le Niger, Mamadou Issoufou l'a prouvé. On peut aujourd'hui dire que c'est une mascarade, comme le dit Ahmed, et l'escroquerie, comme le dit Ahmed, mais l'homme a pu quand même se surpasser d'une certaine ambition de tentation pour mettre le Niger au-dessus de tout. Je ne suis pas l'homme providentiel, je ne suis pas plus que tous les Nigériens. Il y en a des Nigériens qui peuvent faire mieux que moi. Le parti va les porter et nous allons les soutenir. Il l'a fait. Mamadou Issoufou a tenu cette promesse. Il a fait la promesse, il l'a tenue. Il dit que je ne suis pas plus que tous les Nigériens, je laisserai la place à d'autres Nigériens et il l'a fait aujourd'hui. Il est parti, même s'il est dans les sérails, même s'il est encore dans le pouvoir, mais ce n'est plus le président de la République du Niger. Il a donné cette leçon et je crois qu'il faut lever le chapeau pour lui. L'escroquerie, ça dépend du camp qu'on peut avoir ou du regard qu'on peut avoir de la démocratie. La démocratie, elle est multiforme, elle n'est pas monoforme, elle est multiforme. Elle est multiforme. Il y a des principes qui sont les principes de la démocratie auxquels chacun doit contribuer pour sa pérennité. On ne peut pas aujourd'hui dire que le Niger, l'élection au Niger est une escroquerie, est une mascarade. Et parce qu'en le disant ainsi, il faut bien avoir un élément comparatif. Quand on critique l'élection nigérienne, il faut trouver un élément comparatif. Peut-être au Togo, peut-être en Guinée, peut-être en Côte d'Ivoire. Comparer les deux pour prouver. C'est ce qu'il ne fait pas ce matin, Ahmed Kourouma. Il n'arrivera pas. Bien. Oui, il nous a trouvé. Merci encore ce matin de nous avoir donné quelques mots. Merci beaucoup. Mais on n'a rien compris là-dedans. Merci beaucoup, Daouda Mohamed. En fait, peut-être il faut revoir la collaboration entre les trois pour permettre à notre Ahmed de revenir. Parce que là, en fait, c'est comme s'il était plus dans la logique de contredire Moïse que d'apporter des analyses. Je pense que oui. Pour revenir sur le cas du Niger, on a aujourd'hui, c'est vrai que il faut quand même finalement concevoir que les mandats en plus en Afrique, c'est une réalité. Pour preuve, chaque fois que quelqu'un décide de respecter les règles démocratiques, il est applaudi et ceci, ça ne devrait pas. Mais malheureusement, c'est dans ce cadre qu'on parle aujourd'hui de Youssoufou. Et tant mieux. Moi, je suis convaincu d'une chose. D'année en année, on aura finalement une génération de présidents qui peut-être ne feront pas la même chose. De l'indépendance à nos jours, il y a beaucoup de choses qui sont passées, il y a de moins en moins. Peut-être qu'un jour viendra où on aura peu de présidents qui se donneront l'attitude aujourd'hui de changer la constitution pour se maintenir. Tant mieux, on espère que d'autres suivront l'exemple. D'ailleurs, il y a des cas, donc moi je suis convaincu qu'il y aura un changement au niveau des leaders. Bien. Pour parler du cas du Niger, aujourd'hui on a l'opposant qui conteste les élections. Ça, c'est la tradition, et tu l'as dit, c'est naturellement. Mais en même temps, ce qui est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, il appelle à une mobilisation. Et c'est dès avant même avoir eu la possibilité de saisir les instances pour une
pour contrôler, comme je ne sais pas comment on fait d'habitude pour contester, suivre les voies légales. Pour le moment, il ne l'a pas fait et ce qu'il appelle, c'est à une mobilisation. Moi, je voudrais quand même qu'on fasse très attention parce que dans certains pays, même quand on a l'alternance, après on se retrouve avec des situations difficiles. Déjà, le Niger fait partie des pays en Afrique qui rencontrent beaucoup de problèmes aujourd'hui quand on prend ne serait-ce que le terrorisme. Et savoir qu'il peut y avoir des mobilisations pour, je ne sais pas, contester ou valider des élections, c'est finalement des Nigériens qui vont s'entretuer. Je pense qu'il faut absolument éviter, maintenant qu'on choisisse un homme des Sirailles du pouvoir ou un autre, ce sont des Nigériens. Qu'ils aient à gérer ou pas, on a fait, il y a un cap qui a été franchi aujourd'hui. Il faut tout faire pour éviter d'aller à une situation plus fragile, parce que déjà des cas de mort au Niger, on en compte suffisamment, il faut éviter des soucis. Voilà, allez, en 30 secondes, Moussa, en 30 secondes. En 30 secondes, juste pour dire que, voyez-vous, le Niger vient de loin. Et ce que Youssouf a fait démontre que dans l'édification d'une nation démocratique, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Personne n'a toute la science infuse pour dire qu'il va finir son travail. Le travail à la tête de l'État, le travail à la tête de la République, on ne le finit pas. On l'entame et on transmet le flambeau à un autre. Merci. Je pense que Issoufou a donné cet exemple. Et vous verrez combien de fois il sera auréolé de son geste au-delà des frontières du Niger. Il a posé un bon précédent et je pense, en tant qu'Africain, non mais attendez, je vais l'appeler Saint Youssoufou. C'est quand même quelqu'un qui a écarté un opposant. Allez, continuez les grandes gueules chez vous. On va revenir dans un instant. Je sais, ça chauffe dans ce studio, mesdames et messieurs. On ira dans la deuxième partie à Zérékoré. Le représentant de l'OMS nous attend là. Et puis, notre invité ce matin, mesdames et messieurs, une vraie école politique, évidemment. Baouri sera avec nous à 10h. On revient. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG.